Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet de mediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Aujourd'hui au sommaire, 2 sujets, le président américain Joe Biden et son état de santé, notamment la question de sa mémoire qui flanche ou pas à quelques mois d'un scrutin présidentiel de grande importance. Donald Trump, l'Ukraine et la Russie, l'ancien et espère-t-il nouveau président américain, a manœuvré et manœuvre pour faire capoter un accord sur l'Ukraine qui libérerait des fonds fédéraux destinés à alimenter l'effort de guerre contre la Russie. Trump joue-t-il le jeu de Poutine et comment le journaliste Carlson Tucker, réputé proche de Donald Trump, justement, s'est-il retrouvé en Russie en train d'interviewer Vladimir Poutine? Tout cela a-t-il un sens politique? On en parle sans plus tarder. Bonjour Chris. Bonjour. Une vidéo de Joe Biden a fait le buzz dans le monde entier ces derniers jours, une vidéo où il semble confondre Emmanuel Macron avec François Mitterrand. Juste après mon élection, je suis allé au G7 et j'ai rencontré tous les dirigeants de ces pays. On était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et je leur ai lancé « L'Amérique est de retour ». Et là, Mitterrand, le président de l'Allemagne, de la France, je veux dire, m'a regardé et m'a dit « Vous savez, vous êtes de retour, mais pour combien de temps ?» Le président américain a également évoqué une conversation avec l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, qui est décédé il y a de nombreuses années. Et il a présenté le président égyptien d'une drôle de manière. À la base, c'est le président du Mexique, Sisi, qui ne voulait pas laisser entrer du matériel humanitaire. À part ça, le chef de la première puissance mondiale n'a pas de problème de santé mentale. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. That's Do you feel your memory has gotten worse, Mr. no, President? My memory is not good. My memory is fine. Alors Chris, au-delà du bad buzz, un rapport judiciaire vient donner de l'eau au moulin de celles et ceux qui estiment qu'il y a un problème avec l'âge du capitaine et son état de santé, notamment mental. Oui, en fait, c'est un rapport qui est, pour expliquer le contexte, Biden a été accusé, et il y avait une enquête pour un problème qu'il avait avec des documents classés secret défense qu'il avait conservés chez lui après avoir quitté la vice-présidence d'Obama. Et ça, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, Trump est lui-même inculpé pour ça, pour avoir conservé tout un tas de documents top secret et secret défense chez lui, à son domicile, après avoir quitté la Maison-Blanche en 2020. Donc du coup, Biden était aussi la cible d'une enquête. Et dans son cas, c'est le ministère de la Justice, donc son ministère de la Justice, qui avait mandaté un procureur spécial indépendant, et d'ailleurs une personnalité assez réputée, assez hostile aux démocrates. Donc du coup, quelqu'un d'assez difficile à accuser de complaisance envers Biden. Et ce procureur spécial vient juste de rendre son rapport. Et dans son rapport, il estime qu'effectivement, Biden a bien conservé des documents top secrets de manière volontaire, et aurait diffusé certains secrets, en particulier à son biographe. Et donc, les faits sont établis, mais il a jugé qu'il n'allait pas demander l'inculpation de Biden, y compris hors du fait que normalement on n'inculpe pas un président en exercice. Mais même si c'était il dit, même si c'était pas un président en exercice, je ne recommande pas l'inculpation parce que la manière dont il a répondu à nos questions, il s'est présenté comme un vieil homme âgé, avec la mémoire défaillante. Il n'arrivait pas à se rappeler l'année à laquelle il a été vice-président d'Obama. Il avait du mal à se rappeler l'année de la mort de son fils Beau, qui était vraiment une tragédie familiale. Et donc, tout ça, selon le procureur, ça montre qu'il a une mémoire défaillante et qu'un juré risquerait d'avoir de la sympathie pour lui et donc de ne pas le condamner
à cause du fait qu'il se soit un vieux papy qui a un peu perdu la mémoire, quoi, pour paraphraser. Et donc ça, forcément, d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour Biden parce qu'il n'est pas inculpé, mais de l'autre, les citations du rapport sont vraiment dévastatrices pour lui, pour son image et sa capacité à être président. Et ça, c'est clair que ça a déjà commencé à être instrumentalisé à fond par le Parti républicain et le camp Trump. Justement, est-ce que quelque part, on peut considérer que Joe Biden a utilisé son âge comme argument judiciaire, que cet argument s'est retourné contre lui, ou alors qu'il y a un vrai problème récurrent? C'est ça, oui. C'est-à-dire que soit une des défenses mises en place par les démocrates, c'est que le procureur a été indécent et a dépassé le cadre de sa fonction en émettant de tels jugements. Et que, donc déjà, il y a une attaque contre le procureur. Et ensuite, d'ailleurs, Biden aussi a parlé que c'était indécent, je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Et ensuite, il y a l'idée, enfin, certains vont dire, bah, il a un peu fait exprès de répondre de manière évasive et tout, de prétendre pas se rappeler, pour justement, comme ligne de défense, quoi. Mais bon, comme il y a après toutes les vidéos qu'on vient de voir et des passages fréquents où Biden semble effectivement avoir des problèmes de mémoire ou confond des mots, ou des situations, etc., et que c'est pas nouveau, déjà dans la campagne de 2020, il y avait beaucoup d'exemples comme ça. Bah, du coup, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est et ça alimente les craintes de l'électorat, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il faut mettre ça en parallèle. Par exemple, récemment, il a fait un discours à l'Assemblée générale du syndicat UAW, qui est le grand syndicat automobile qui vient de gagner une grève très importante et qui a décidé, comme c'est souvent le cas, d'apporter son soutien à la candidature du candidat démocrate, donc en l'occurrence Biden. Et durant ce discours, Biden était très énergique. Il y avait vraiment l'impression d'avoir la forme, même s'il portait toujours son âge. Alors après, il y avait des prompteurs, peut-être qu'il avait été préparé, mais ce n'était pas du tout la même chose que ce qu'on peut voir dans certaines interventions récentes, où il semble vraiment diminuer et ne pas avoir toute sa tête. Donc il y a un peu des signaux contradictoires, mais d'un point de vue de l'électorat, c'est clair que ça alimente les craintes, les suspicions, etc. C'est sûr. Alors, y a-t-il un risque que Joe Biden soit disqualifié d'un point de vue juridique, électoralement, notamment en raison peut-être de son bulletin de santé, si ça existe aux États-Unis? Alors, pas vraiment. En fait, ce qui pourrait se passer, c'est y a un amendement dans la Constitution qui fait que l'administration pourrait juger, invoquer, il me semble que c'est le 25e amendement, mais il faudrait vérifier, que le président est inapte à être président. Et ça, pour mettre en place, il faudrait que ce soit sa propre équipe qui fasse ça. Donc ça, c'est impensable politiquement. Enfin, sauf si vraiment son état de santé effectivement se dégradait à un point où il ne pourrait plus faire campagne. Peut-être qu'ils en viendraient à ça, mais ça serait politiquement désastreux aussi. Donc il faudrait mieux qu'il se retire de lui-même. Donc ça, il y a peu de chances que ça se passe. Après, il y a aussi la possibilité que les républicains décident de tenter de le destituer. Mais à 9 mois maintenant de la présidentielle, et sachant qu'ils n'ont pas le contrôle du Sénat, donc ils réussiront jamais à le destituer de manière effective, tout ce qu'ils pourraient faire, c'est lancer une procédure de destitution en invoquant cette raison. Et ça peut être envisagé, mais ça paraît... il faut voir, parce que disons que juste avant une élection, ça paraîtrait aussi politiser la chose, donc pas forcément ce qui est dans l'intérêt des républicains stratégiquement. Est-ce que Donald Trump instrumentalise la question des problèmes de mémoire de Joe Biden? Depuis quand, d'ailleurs, se posent ces problèmes? Et puis, est-ce que, quelque part, la faible visibilité médiatique de cette procédure sur des secrets défense qui auraient été retenus par Joe Biden n'alimente pas aussi le récit un peu doloriste de Donald Trump? Dans les médias démocrates, ils essayent de ne pas trop en parler de cette procédure judiciaire, mais ça a quand même fait les titres des journaux. Et, par contre, les républicains, ils en parlent tout le temps. Donc, c'est pas vraiment un truc qui avait été caché, quoi, si tu Mais veux. je veux dire, du côté-ci de l'Atlantique, ça n'a pas beaucoup percé, ces procédures contre Oui, parce Joe Biden. que disons que comme il y avait aucune chance que c'est des conséquences importantes sur le plan juridique, je pense que c'est pas des genres de choses qui traversent l'Atlantique facilement. Même les déboires de Trump judiciaires, je pense qu'en Europe, on n'a pas une vue d'ensemble très détaillée de ce qui se passe non plus. Mais voilà, le camp républicain avait instrumentalisé ça, surtout parce que Trump, lui, il va avoir un procès a priori pour les mêmes faits, en gros. La différence, c'est que Trump, lui, au mieux de plaider la négligence,
bah, lui, il a plaidé le fait qu'il avait le droit de le faire parce que c'est un ancien président, ce qui est faux, et ce qui est extrêmement hypocrite parce qu'il avait accusé Hillary Clinton, en gros, de la même chose, alors qu'elle, elle était aussi ancienne ministre, donc elle avait, selon cette logique, elle aurait aussi eu le droit. Donc il y a une grosse hypocrisie du côté de Trump par rapport à ces questions, mais il y a aussi il y a quand même le fait qu'effectivement, lui aussi est accusé de ça. Et donc le fait que Biden on renonce à le poursuivre judiciairement, mais que Trump disons que le ait un procureur procès, renonce voilà. le fait que le Voilà. procureur renonce à poursuivre juridiquement Biden. Voilà, ça alimente. Enfin, clairement, les républicains, ils parlent de deux poids, deux mesures, d'une justice à deux vitesses, enfin, d'une justice partisane, etc. Après, sur le plan juridique, je pense que ça peut se défendre les conclusions, mais ça ne sert pas du tout à Biden dans cette histoire, surtout. Mais le plus dommageable, c'est vraiment ces phrases dans le rapport qui mettent en doute sa santé mentale, quoi. Ça risque d'être un problème dans la campagne. Trump, pour l'instant, à ma connaissance, il n'en joue pas énormément. C'est pas sur ça qu'il met l'accent. Et en partie, une des raisons, c'est probablement que lui, il n'est pas tout jeune non plus et qu'il lui arrive aussi de faire des lapsus assez curieux. Donc, par exemple, il avait 4 fois de suite dans un discours nommé l'opposante républicaine aux primaires, Nikki Haley. Il avait appelé Nancy Pelosi, qui était la chef des démocrates au Congrès pendant sa présidence. Donc, c'est aussi un terrain un peu glissant peut-être pour Trump, donc c'est pas sûr qu'il va beaucoup insister là-dessus lui-même personnellement. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi le feuilleton de l'accord sur l'aide à l'Ukraine et à Israël, dont l'acteur principal est un certain Donald Trump, qui se sert de son influence au Congrès. Négocié depuis des mois, l'enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à Kiev en échange d'une réforme de la politique migratoire américaine, sujet brûlant de la campagne électorale en cours, est bloquée par les républicains au Congrès. Pour Joe Biden, le responsable se nomme Donald Trump. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. The clock is ticking. Every week, every month that passes without new aid to Ukraine means fewer artillery shells, fewer air defense systems, fewer tools for Ukraine to defend itself against this Russian onslaught. Just what Putin wants. Alors Chris, l'intervention de Joe Biden que nous venons de regarder, elle date d'avant un mini déblocage, si on peut dire. Le texte de l'accord avec l'Ukraine sera effectivement discuté au Sénat, sans garantie qu'il soit adopté. C'est une histoire à tiroir en réalité, où il est question également, Chris, d'aide à Israël et d'immigration. Oui, alors il faut revenir un peu sur le contexte. En fait, les démocrates voudraient faire voter des nouveaux fonds, débloquer des nouveaux fonds pour pouvoir envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est une priorité qui, depuis un an maintenant, ils essayent de faire passer ça à chaque fois qu'il y a des textes ou des accords qui doivent être passés au Congrès, et les républicains ralentissent ou bloquent. Et jusqu'à présent, ce n'était pas une grosse conséquence parce qu'il y avait encore des budgets pour l'aide militaire en Ukraine. Mais maintenant, les budgets sont épuisés. Donc en fait, s'il n'y a pas un nouveau budget qui est débloqué rapidement, concrètement, les États-Unis ne pourront plus fournir des obus, des munitions, des armes, ou en tout cas pas en grande quantité à l'Ukraine. Et donc sur le plan militaire, c'est un gros problème pour l'Ukraine. Alors après, il y a aussi la question de l'aide à Israël, et il y avait aussi les questions d'une aide militaire à Taïwan, en gros pour renforcer les défenses de Taïwan pour la confrontation avec la Chine et pour potentiellement dissuader la Chine d'intervenir militairement à Taïwan. Donc tout ça, c'est des sujets qui avant étaient assez consensuels au Congrès et qui ne le sont plus depuis en gros que la fraction la plus à l'extrême droite, on va dire, ou trumpiste du Congrès côté républicain a adopté cette espèce d'isolationnisme ou d'anti-interventionnisme à l'étranger. Mais c'est surtout vrai pour l'Ukraine, parce que c'est contre la Russie, et il y a tout un tas un historique aussi politique par rapport à ça. Donc ça, c'était un texte sur lequel l'électorat républicain ne souhaitait pas vraiment que le Congrès, que les élus républicains votent en faveur de l'aide ukrainienne. Donc pour faire passer ça, les démocrates ont d'abord tenté de faire passer ça dans un ensemble de mesures liées au renouvellement du budget annuel. Et finalement, ils ont eu l'idée de faire passer ça avec une loi qui serait contre l'immigration. Et là, ça pose différents problèmes du point de vue de la gauche démocrate, cette fois-ci. La première, c'est que, en fait,
cette loi anti-immigration, c'est en gros, c'est appliquer le programme de Trump, quoi. Si on résume, c'est-à-dire qu'elle va remettre en cause le droit d'asile partiellement, elle va créer des énormes camps de détention pour les migrants, limiter les entrées légales à la frontière pour les demandes d'asile, et renforcer énormément les moyens des agences qui sont chargées d'expulser les migrants qui sont sans papier, qui sont aux États-Unis, et de protéger ou de militariser la frontière. Donc tout ça, c'est des mesures très coercitives, et c'est des choses qui ont déjà été discutées historiquement pendant des années, et à chaque fois, en gros, les républicains et démocrates travaillaient sur un accord où les démocrates disaient « Ok, on va vous donner des budgets, etc., pour être plus coercitifs sur l'immigration, mais en contrepartie, vous allez nous donner la régularisation des sans-papiers qui sont aux États-Unis, en particulier les enfants de sans-papiers, qui eux n'ont jamais n'ont jamais fait d'entrée illégale sur le territoire. Ils sont juste nés aux États-Unis, mais ils sont nés aux États-Unis de parents qui n'avaient pas de papier. Et ça, c'était dans l'opinion publique, c'est assez consensuel en plus, hein, de régulariser les sans-papiers. C'est un truc, c'est genre 80% d'opinion favorable. Et c'était comme ça qu'était approché le problème de l'immigration. On allait renforcer la frontière pour faire plaisir aux républicains, mais on allait régulariser les sans-papiers. Et ça a été abandonné par Biden et son administration pour, à la place, dire on va renforcer la frontière et vous allez nous donner l'aide pour l'Ukraine. Et c'est donc les républicains et sénateurs démocrates, de l'aile modérée en gros de chaque parti, ou de l'aile la plus centriste si tu veux, qui ont travaillé ensemble à un texte, et plus ça avançait, plus la Maison-Blanche concédait des choses au Parti républicain. Ils ont accepté de donner énormément de pouvoir au ministre de l'Intérieur pour que lui-même puisse juger lui-même de l'expulsion des sans-papiers, etc. De réduire l'influence des juges spéciaux migration pour statuer des cas. Donc c'est quelque chose un peu comme ce qu'on a vu en France. C'est donc une restriction et une attaque sur le droit d'asile, etc. Alors, malgré toutes ces concessions, finalement, Trump a fait pression sur son camp pour qu'il vote contre la loi que son camp avait en gros écrite. Alors, vu de l'étranger, et notamment vu des pays du Sud, ce sont les démocrates qui sortent avec la pire image, parce qu'en réalité, ils vendent, entre guillemets, les immigrés aux républicains pour pouvoir aider l'Ukraine. Déjà que la question, justement, des Ukrainiens qui sont des Blancs, comme les Européens et les Américains, avait été évoquée au début de cette crise. Donc, finalement, les immigrés sont une sorte de monnaie d'échange sans grande importance. Et puis, par ailleurs, l'isolationnisme, c'est-à-dire que d'un point de vue international, les gens ont tendance à considérer que les Américains sont trop interventionnistes et justement sont impérialistes, et finalement les républicains qui sont plus ou moins racistes selon leur niveau de radicalité, en fait ils apparaissent d'un point de vue mondial de manière plus propre que les démocrates. C'est quand même quelque chose qui est assez particulier, Chris. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à analyser là-dessus, mais d'abord, sur l'immigration, peut-être, il faut quand même dire qu'il y a une vraie crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, de migrants qui sont là dans des conditions très difficiles. Et ça crée des images anxiogènes qui sont diffusées en boucle sur les réseaux sociaux et sur les chaînes du type Fox News proche du Parti républicain et de la droite et l'extrême droite américaine. Donc cette crise est instrumentalisée, et d'ailleurs son origine est en partie c'est le flot de réfugiés qui eux-mêmes sont en partie dus à la politique étrangère américaine en Amérique du Sud. Mais maintenant qu'ils sont là, il y a le choix entre les traiter humainement et les accepter au sein du pays, alors qu'en plus il y a des problèmes de main-d'œuvre dans des tas de secteurs, donc il y aurait besoin de ces personnes pour la demande de travail. Donc ça, c'est un aspect, mais comme il y a cette crise qui est politisée, instrumentalisée par les républicains, c'est aussi dans l'intérêt de Biden, a priori, de faire quelque chose par rapport à ça. Donc de donner l'impression que lui, il peut résoudre la crise migratoire, si tu veux, même si c'est un terme un peu galvaudé, et que du coup, c'est vraiment lui, en fait, le calcul des démocrates, c'était... nous, on va résoudre la crise migratoire, ou du moins faire quelque chose d'important sur ce point-là. En nous comportant comme les républicains, en gros.
Voilà, donc forcément, c'est une stratégie qui, on a vu ça dans des tas de pays, ça en général, ça marche pas parce que essayer d'être plus anti-immigration que Trump, ça ne marche pas vraiment, quoi. Puis les gens préfèrent l'original à la photocopie. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit. Donc, puis on voit bien en France que la loi immigration est passée et maintenant il y a des sondages qui donnent Marine Le Pen vainqueur au second tour. Donc, il y a vraiment un problème peut-être d'approche stratégique là-dessus, mais au moins c'était ça l'idée des démocrates. Puis comme le texte a été bloqué au final par les républicains, Biden pense qu'il peut dire, voyez, le problème vient des républicains qui, en fait, veulent rien résoudre et veulent instrumentaliser la crise. Mais c'est un discours un peu difficile pas sûr que ça ait un gros impact dans l'opinion parce que, au final, c'est quand même lui le président actuellement. Et c'est sous son mandat que ces images terribles à la frontière sont diffusées en boucle. Donc le calcul politique n'est pas forcément clair. C'est pas clair qui est-ce qui va vraiment tirer avantage de ça. Mais en tout cas, Trump a estimé qu'il préférait qu'il n'y ait pas de loi qui passe. Comme ça, il peut faire campagne sur l'immigration. Il peut continuer d'instrumentaliser la crise et de se servir de cette situation à la frontière comme thème de campagne, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à proposer en fait aux Américains, à part des baisses d'impôts pour les très riches, et puis une politique internationale peut-être un peu différente de Biden, mais ça c'est pas non plus très clair. Sur l'isolationnisme, c'est là qu'il faut aussi nuancer, parce que Trump dit qu'il veut qu'il y ait la paix en Ukraine, mais du coup il se range un peu du point de vue russe. Et sur d'autres sujets, sur la Chine, par exemple, le Parti républicain est beaucoup plus, on va dire, dans une logique de confrontation. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment plus isolationnistes? Il y a aussi beaucoup de rhétorique derrière qui n'est pas forcément vérifiée dans les faits. Il donne l'impression d'être isolationniste. Pendant ce temps, Carlson Tucker, journaliste ou éditorialiste proche de Trump, vient d'interviewer Vladimir Poutine en Russie. On regarde un extrait. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Thank you. Chris, qui est Carlson Tucker et pourquoi cette interview a autant fait parler d'elle? Tucker Carlson, c'était en gros la star de Fox News pendant les années Trump. C'est lui, il avait un journal télé, un JT ou un talk show tous les soirs en prime time vers 20h. C'était lui l'animateur, si tu veux, qui était le plus regardé aux États-Unis. Alors, c'est pas des chiffres énormes en termes de millions, c'est entre 4 et 5 millions de téléspectateurs par soir. Aux États-Unis, l'audience est tellement diluée parce qu'il y a tellement de chaînes et de canaux que c'était lui qui était largement devant CNN et MSNBC et les chaînes plus traditionnelles. Donc du coup, il avait un impact important, ce qui était proche de Trump aussi, et il défendait une ligne populiste de droite aux accents assez suprémacistes, avec des tendances un peu parfois à la limite conspirationnistes. Mais il y avait ce populisme de droite, donc sur certains sujets économiques où il était très anti-interventionniste. Donc, par exemple, il a joué un rôle important pour empêcher Trump d'aller dans l'escalade vis-à-vis de l'Iran quand il y avait eu des tensions extrêmes. Du point de vue de la gauche démocrate, c'est un personnage assez complexe qui à la fois est clairement un réactionnaire potentiellement raciste, qui a en plus un peu participé à toute l'idée que l'élection avait été volée par Biden, même s'il n'a pas été aussi loin que beaucoup d'autres personnalités sur Fox News. Donc du coup, il y a ce côté, c'est quelqu'un qui a un agenda, qui sait exactement ce qu'il fait et qui cherche à pousser une certaine vision, une certaine idéologie. Et en même temps, sur certains sujets, il est plus en accord avec la gauche que l'administration Biden, par exemple. Donc ça, c'est un peu pour le présenter. Il a été licencié de Fox News suite au procès qui avait été intenté à Fox News parce qu'ils avaient en gros alimenté l'idée que l'élection avait été volée en mettant en cause l'entreprise qui avait fourni les machines servant à compter les bulletins de vote. Et dans ce contexte de ce procès, ont émergé des mails et des messages SMS internes à Fox News
où en fait Tucker Carlson parlait de Trump comme d'un idiot et parlait des autres présentateurs de Fox News comme des idiots. Donc c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très, on va dire, honnête, quoi. Disons que entre ce qu'il dit en public et ce qu'il dit en privé, il y a des décalages importants. Et donc c'est a priori pour ça qu'il aurait été viré de Fox News. Et depuis, il continue en gros son émission, mais via Twitter et sur son site internet. Et donc c'est une personnalité assez importante dans la sphère trumpiste, on va dire. Et donc, justement, pourquoi cette interview a-t-elle autant fait parler d'elle dans ce contexte-là? Bah oui, parce que d'abord, c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul journaliste américain qui interviewe Poutine depuis longtemps et certainement depuis le conflit, l'invasion de l'Ukraine. Et donc, et comme lui, en plus, il a un tropisme assez pro-russe, bah du coup, le camp républicain était très content de voir que cette interview allait être conduite par Tucker Carlson, et le camp démocrate, ou la presse libérale, etc., a vraiment été offusqué par ça. Avec, en fait, l'inquiétude, c'est que si Poutine accepte cette interview, c'est à des fins de propagande, c'est pas pour être mis en difficulté, c'est parce qu'il veut faire passer un message. Et si Tucker Carlson veut faire cette interview, c'est d'abord pour son propre bénéfice, pour mettre en avant son média, et puis aussi parce que lui aussi a un agenda politique. Donc du coup, ça crée forcément beaucoup de polémiques. Après, il faut voir le fond de l'interview, c'est aussi intéressant d'en parler. Justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Moi, j'ai pas eu le temps encore de tout regarder, ça dure 2 heures. Ce que j'ai noté, c'est qu'en gros, Poutine a pu dérouler son argumentaire un peu comme ce qu'il avait dit à la télévision russe. Donc il y a beaucoup de choses qui sont factuellement fausses ou très discutables quand il explique pourquoi il a envahi l'Ukraine, etc., et le rôle, les accusations qu'il porte à l'encontre des États-Unis. Mais en même temps, c'est des points de vue qui sont pas vraiment disponibles au public américain. Donc, il y a un côté intéressant de donner ce point de vue. Et puis, Tucker Carlson a parfois dans l'interview, il semblerait qu'il a été complètement à servir la soupe ou à pas du tout réagir ou mettre en cause les propos de Poutine. Et puis, il y a eu certains aspects où il a quand même été un peu plus combatif. Il a passé 15 minutes à essayer d'obtenir la libération d'un journaliste américain qui est détenu par la Russie, un journaliste du Wall Street Journal. Donc, du coup, il y a eu des interactions un peu plus musclées comme ça. Alors, forcément, la droite américaine retient le fait que voilà, c'est un côté un peu héroïque parce qu'il s'est rendu en Russie, il a interviewé Poutine et puis il n'a pas eu peur de lui poser des questions qui fâchent. Et puis la gauche, on va dire, hein, y compris la gauche plus radicale, estime qu'il s'est fait balader par Poutine et que même qu'il était là pour des raisons qui n'étaient pas très louables au départ, quoi. Alors, compte tenu des proximités entre Trump et Tucker Carlson, même si, bon, en privé, il peut dire du mal de son grand homme, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière, cette interview, de préparer le terrain pour un lâchage progressif de l'Ukraine et un rapprochement avec Moscou au cas où Trump était élu? Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse plausible. Disons que déjà, on a vu que Trump a bloqué l'aide militaire pour l'Ukraine, même si c'est plus un dommage collatéral, hein. Son objectif principal, c'était de faire échouer la loi immigration. Et le fait que l'Ukraine, en plus, n'obtienne pas son aide, c'était un dommage collatéral tout à fait acceptable. Mais il fait aussi un peu campagne en disant si moi j'étais président, Poutine n'aurait pas osé envahir l'Ukraine. Et puis si je suis président maintenant, dans 3 jours, il y aura un accord de paix. Donc ça, c'est il joue un peu là-dessus par rapport à son opinion, à son électorat qui est contre la guerre et contre le fait que les États-Unis la financent. Ici, il est élu, oui, pour préparer un peu le terrain pour ce genre de concessions qui seraient faites à Poutine. Merci beaucoup, Chris. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le Média, votre média, est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons absolument élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs de box comme SFR ou Bouygues. Nous devons aussi étoffer nos programmes pour tenir à la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement de soutien ou un don défiscalisé, c'est sur lemediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.